Alors voici nos deux invités. Ahmed Galaï, vous êtes défenseur des droits humains et des peuples, ex-membre du comité directeur de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, prix Nobel de la paix 2015 avec le quartet du dialogue national, président de Solidarité laïque Méditerranée. Georges Saline, vous êtes le père de Lola, décédé au Bataclan le 13 novembre 2015, président fondateur et désormais président d'honneur de l'association 13-11-15, Fraternité et Vérité. Enfin, vous êtes administrateur de l'association française des victimes du terrorisme. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. La pensée critique est-elle au cœur de l'éducation à la paix? Alors, on va commencer de façon assez contextuelle et simple. Quelle relation est-ce qu'on peut faire entre esprit critique et éducation à la paix? Qui veut commencer? Ahmed, vous avez un micro là. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a... Déjà la guerre et l'esprit belliqueux se basent sur une servilité du citoyen à faire passer donc, ce qui est mauvais pour quelque chose de bien, à faire avaler, à faire aplanir l'esprit critique des gens pour qu'ils acceptent eux-mêmes les relents de la guerre, les sacrifices de la guerre et les dépenses financières et en vie humaine. Donc il y a une relation évidente entre esprit critique et guerre. Alors si on part du constat que nous, on avait pensé qu'après la guerre mondiale, on va vivre, c'est mon impression à moi, on va vivre dans un monde de paix qui a duré pas longtemps. Déjà, les textes internationaux, la Charte des Nations Unies, la Déclaration des droits humains parle de cela pour un monde sans guerre après les crimes, après les problèmes et les génocides qui sont passés au cours du dernier siècle. Alors, on constate malheureusement que depuis 30 ans, le nombre de guerres a triplé et les victimes sont énormes, les déplacés pour des raisons de violence ou bien pour des raisons climatiques forcées par un développement effréné du capitalisme a entraîné les gens à partir. Il a entraîné des violences aussi entre les populations, les guerres civiles. Donc cela nous incite à avoir un citoyen qui refuse toute politique belliqueuse. Et cela, bien sûr, aussi à refuser toute platitude médiatique, toute manipulation médiatique, pour qu'il dise non à la guerre, comme Boris Vian qui a écrit une lettre au président avec un esprit critique. Monsieur le Président, je vous écris une lettre pour que vous lirez peut-être, mais lui, il a dit cela. Comme aussi tous les penseurs qui ont pensé que la guerre est une connerie, comme quelle connerie la guerre, avec Prévert qui a chanté ça au Barbara. Te souviens-tu de ce jour-là? Donc, Aragon aussi a chanté la guerre avec un esprit critique, et aussi Victor Hugo. Aussi, n'oublions pas que même il y a beaucoup de relents de paix qui font opposition à cet esprit de guerre, de violence, le manque d'empathie, parce que les gens qui font la guerre ne pensent pas aux autres qui souffrent à cette guerre-là. Victor Hugo, je me rappelle d'avoir lu une phrase superbe de Victor Hugo lorsqu'il a été présent à un congrès de la paix en 1849. Il a dit aux gens du monde, à ceux qui font la guerre à l'époque entre la Russie, la Prusse, la France, tous les pays qui étaient en guerre à l'époque, il a dit, viendra le jour où les armes tomberont de vos mains. Les jambes ne tomberont jamais s'il n'y a pas un citoyen critique qui s'oppose et qui résiste. Comme maintenant, les jeunes du monde entier, les peuples du monde entier refusent qu'il y ait une guerre en Ukraine, refusent qu'il y ait une guerre en Palestine contre Gaza, refusent que pour un crime, on répond par 1000 crimes autres. Donc voilà la relation que je vois entre l'esprit critique et la guerre. Et on verra aussi comment éduquer cet esprit critique. Georges Saline, en référence au titre de notre table ronde, quel lien vous faites entre votre engagement et l'esprit critique? Pour moi, le lien s'est fait d'une manière extrêmement concrète. Le 14 novembre 2015, parce que ce jour-là, j'ai passé 18 heures à savoir ce qu'était devenue ma fille avant d'apprendre qu'elle était décédée. Je l'ai appris en fin de journée. Et le téléphone a sonné. C'était des journalistes qui avaient vu mon numéro de téléphone que j'avais laissé sur tous les réseaux sociaux possibles pour demander des informations, qui me demandaient de réagir. Évidemment, tout individu sensé les aurait envoyés paître, mais moi j'ai voulu parler à ce moment-là, parce que je me suis isolé un moment, j'ai réfléchi, et je me suis dit, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer que ce que tu vis ne se reproduise pas, ou en tout cas essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et j'ai eu
très peur qu'on s'engage sur un mauvais chemin qui avait été... Bon, l'exemple que j'avais en tête, c'était ce qui s'était passé après le 11 septembre 2001 aux États-Unis. Deux guerres dont on n'est quasiment pas sorti et qui ont fait énormément de morts et des effets pervers considérables. Je me suis dit, il faut réfléchir, savoir ce qu'on va faire. Il ne faut pas jeter de l'huile sur le feu, en quelque sorte. Parce que le mouvement instinctif presque naturel, c'est d'être dans l'émotion et donc parfois d'une forme d'excès, de se dire voilà, politique de la terre brûlée, on m'a fait du mal, j'aimerais faire du mal. Oui, alors cet esprit de vengeance, cette haine, cette colère, appelez-le comme vous voulez, moi, plein de gens l'ont éprouvé, pas tous. Et moi, en tout cas, je ne l'ai pas éprouvé du tout. J'étais beaucoup plus triste qu'en colère ou dans un désir de vengeance. Et j'étais surtout frappé par l'absurdité de ce qui venait d'être fait, par l'immense gâchis que ça représentait, y compris pour les auteurs de l'attentat qui avaient perdu leur vie pour une illusion. Je ne suis pas croyant, je ne pense pas que ces gens-là sont au paradis, et même si on acceptait une partie de leur logique, une religion qui promet le paradis en échange de la vie d'innocence, ça me paraît extrêmement étrange. Et donc vous avez décidé de vous engager en faveur de la paix? J'ai décidé de m'engager en faveur de la paix. Oui, c'est vrai que ça a l'air grandiloquent quand on le dit en français comme ça. Mais... oui, c'est en faveur de la paix, mais moi, ma lutte, elle a d'abord commencé par une lutte contre le terrorisme. Et c'est vrai que l'essentiel de mes efforts ont été consacrés à travailler sur le terrorisme islamiste et plus particulièrement le terrorisme djihadiste contemporain, principalement représenté par ce qu'on appelle Daesh, l'État islamique. Et au cours de ce que j'ai fait pour reboucler sur la question de l'esprit critique, j'ai été amené à rencontrer beaucoup de familles de djihadistes et beaucoup de djihadistes, y compris des terroristes. Et je me suis rendu compte que, par exemple, l'adhésion aux théories du complot était quelque chose d'extrêmement... était un trait qu'on retrouvait, peut-être pas de manière constante, mais de manière extrêmement fréquente chez les terroristes. Par exemple, dans le cas de Sami Amimour, un des 3 terroristes du Bataclan, dont je connais bien le père, avec lequel j'ai écrit un bouquin, c'est quelqu'un qui passait son temps sur les réseaux sociaux et sur YouTube et qui croyait par exemple à beaucoup de théories complotistes sur le 11 septembre précisément. Tamerlan Tsarnaev, qui est un des poseurs de bombes à l'arrivée du marathon de Boston en 2013, était un auditeur très régulier d'un monsieur que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Alex Jones, qui est un fameux complotiste américain d'extrême droite. Alors ce qui lui plaisait chez Alex Jones, c'est tout ce qu'il disait sur le complot juif mondial, vous voyez. Mais ce genre de choses, voilà, c'est quelque chose... Les extrêmes se retrouvent sur des détestations communes. Souvent. Alors, comment on fait, Ahmed? Comment on fait pour lutter contre ça? Est-ce que l'esprit critique est passez-moi l'expression, une bonne arme? Et comment on éduque à l'esprit critique, justement, pour faire avancer la cause de la paix? Déjà, il faut que l'éducation, qu'elle soit formelle, non formelle, informelle, mette dans le curricula, dans le programme, ne pas faire un citoyen passif, réceptif, docile, servile, mais en faire un citoyen actif qui peut dire non, qui peut résister, la résistance pacifique, qui peut aussi user de son esprit, réfléchir. Nous sommes des êtres qui réfléchissent.
Descartes a bien dit le cogito, je pense, donc je suis. Donc il faut commencer par développer cette capacité de réflexion, d'empathie. Déjà, être contre la guerre, c'est déjà comprendre qu'est-ce que la guerre. Et comprendre qu'est-ce que la guerre, c'est analyser les relents de ce conflit. Déjà, essayer par... ça, c'est une capacité transversale de l'enseignement, de l'éducation des parents, de la société civile, que nos jeunes apprennent à décortiquer, à filtrer l'information, à ne pas accepter tout ce qu'on leur dit, à savoir pourquoi il y a eu la guerre de Gaza, pourquoi il y a eu la guerre d'Ukraine, pourquoi en Birmanie il y a des troubles, pourquoi en Syrie il y a eu Daesh, pourquoi on a assassiné des gens qui n'ont rien à voir avec la guerre à Bataclan, bien à Charlie. Donc là, il faut déjà décoder ces signaux, comprendre, c'est un esprit critique, apprendre à réfléchir les causes de ce conflit, les aspects visibles et invisibles, qu'est-ce qu'il y a comme valeur qui sous-tend ce conflit-là, quels sont les intérêts des partis, quels sont les acteurs de ce conflit-là. C'est là une réflexion. Cette réflexion-là, elle se fait par l'éducation, et non pas seulement l'éducation formelle des écoles, non pas seulement par une histoire, par un cours d'histoire. Il faut que les gens, l'enseignant, éducateur, amène avec une pédagogie alternative, active, dynamique et participative, il amène ses enfants, filles et garçons, à se poser la question pourquoi tel de drame, pourquoi tant de drames, pourquoi les drames continuent à se perpétrer malgré l'effort de paix de beaucoup de gens qui veulent faire la paix. C'est déjà une capacité. Et moi, je propose, par exemple, et j'ai proposé ça parce qu'on est dans un chantier de réforme de l'éducation en Tunisie, ne pas se suffire à remplir les têtes des élèves avec des connaissances qui sont intéressantes, mais elles ne sont pas suffisantes pour l'esprit critique, mais déjà commencer par avoir une attitude de respect envers l'autre, envers l'enfant. C'est déjà lui donner l'estime de soi pour qu'il puisse réfléchir et pour qu'il puisse aussi participer et pour qu'il puisse dire que moi aussi, même enfant, même si j'ai entre 6 et entre 18 ans, je peux avoir un point de vue. Il faut qu'il participe à la chose publique. Ça, c'est une tâche de tout le monde. Les acteurs sont visibles, ils sont là, les acteurs de cet effort commun de bâtir, d'éduquer, d'accompagner un citoyen. L'élève n'est pas un devenir de citoyen, c'est un citoyen à part entière. Il deviendra encore plus citoyen actif lorsqu'il ira, bien lorsqu'il n'ira pas, lorsqu'il choisira. Mais il faut préparer déjà cet esprit citoyen actif de participation déjà à la famille et à l'école. Et ça, c'est le rôle de tout le monde, le rôle des gouvernants, qu'ils posent des politiques de participation qui font impliquer les enfants dans la gestion même de la chose publique, lorsqu'ils encouragent l'expression libre des enfants, lorsqu'ils encouragent même les erreurs de ces enfants-là pour les accompagner dans leurs erreurs et pour bâtir une connaissance réelle et objective. C'est aussi le rôle des parents à la famille pour aussi qu'ils aident les enfants à voir, comment voir la télévision et les informations, comment décortiquer aussi les médias qu'on voit qui nous bombardent comme si la guerre se passait ailleurs, elle ne se passe pas chez nous, comme s'il y a un écran invisible entre moi et entre l'autre qui est en train de mourir par une bombe bête, stupide de n'importe quel Poutine ou bien Netanyahou. Donc ça, c'est aussi un apprentissage. C'est aussi notre rôle de société civile. C'est-à-dire comment prendre les jeunes filles et garçons, pauvres et riches, de toutes les régions de notre contrée, de nos pays, faire aussi un peu l'esprit aussi universaliste, le concept de citoyenneté mondiale. Et on ne vit pas on est dans un globe, on est dans un village planétaire. Donc ce qui se passe chez moi, nécessairement, il a aussi des implications chez vous. Ce qui se passe en Burkina Faso, certainement, a des implications ailleurs. Lorsqu'on tombe enrhumé en Russie, on tousse en Amérique. Donc c'est un monde globalisé actuellement. Donc développer cet esprit aussi de citoyenneté active mondiale. Nous ne sommes pas dans une île tout seul, nous sommes dans un monde connecté, surconnecté, mondialisé, bombardé par de fake news, bombardé par des idées belliqueuses. Comment se situer? C'est vrai que la tâche n'est pas facile. Comment un jeune peut se situer, peut se positionner, peut avoir un point de vue sur cela. Alors l'éducation peut jouer un grand rôle sur là, et puis après je peux dire d'autres éléments. Oui, bien sûr. Alors justement, Georges, vous êtes intervenu en milieu scolaire. Ça, c'est l'idéal que vous décrivez, Ahmed. On est d'accord qu'il faut conscientiser et éduquer les enfants, mais concrètement,
dans votre engagement justement contre le terrorisme et quelque part pour l'éducation. À quelles difficultés vous avez été confronté quand vous êtes allé en milieu scolaire? Parce qu'il y a des degrés divers de réception de votre action. Hein. Il y a une grosse polarisation partout, et spécifiquement dans notre pays. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez été surpris dans les ateliers? Est-ce que vous avez été... On est toujours surpris parce que les choses ne se passent jamais de la même façon avec les différents groupes et avec les différents individus, parce qu'on est tous différents. Mais je crois que une des difficultés principales, je crois, c'est d'arriver de développer l'empathie, développer l'empathie au-delà de son groupe d'appartenance, au-delà de ceux qu'on considère comme ses pairs, développer un peu effectivement une conscience universaliste, au sens nous sommes tous des êtres humains et nous sommes tous capables de souffrir pareil. Et il n'y a pas que les élèves à qui c'est difficile d'expliquer ça. Depuis le 7 octobre dernier, apparemment, un très grand nombre de gens ont du mal à éprouver de l'empathie pour l'ensemble des victimes de ce conflit. C'est extrêmement frappant. C'est extrêmement frappant. Les gens qui s'émeuvent pour le sort des victimes du Hamas le 7 octobre et pour le sort des otages ont du mal à voir la souffrance des habitants de Gaza ou de Cisjordanie. Et les gens qui s'émeuvent de ce qui est fait aux habitants de Gaza et de Cisjordanie ont du mal à se rappeler qu'il y a des otages qui sont toujours détenus là-bas et qui sont totalement innocents. Et que le 7 octobre, il y a eu des horreurs qui ont été commises. Ça veut dire quoi? C'est l'expression de la polarisation de la société, du fait que c'est chacun pour soi, individualisme Oui, alors moi je ne suis pas un grand théoricien. Non, mais je vous demande subjectivement votre avis. Vous arpentez les prisons, vous arpentez les écoles, et là vous voyez que ça se durcit. Ce que je rencontre dans les prisons et dans les écoles, c'est vraiment l'importance de ce sentiment communautaire, si vous voulez, et de victimisation chez de nombreux musulmans, y compris chez les convertis d'ailleurs, qui se considèrent comme appartenant à l'ensemble de la communauté. Et ça a été un outil de recrutement qui a été usé et abusé par l'État islamique. Et chez ceux qui se sont vraiment radicalisés, chez ceux qui ont voulu partir faire le djihad, ça a souvent commencé par un choc émotionnel et une vraie souffrance devant des images d'enfants sous les bombes. Et donc, il y a eu une volonté, non seulement une volonté d'aller faire quelque chose soit pour arrêter les bombardements, soit simplement pour venger les bombardements, mais aussi une honte de ne rien faire. Le sentiment que moi je suis là, je suis bien en France, je vais au McDo, tout, et pendant ce temps, mes frères sont victimes de ces bombardements. Et donc, un des enjeux, enfin, un des sujets de discussion que je mets sur la table dans mes interventions, c'est mais en quoi le fait d'être venu tuer ma fille, ça, c'est une réponse adéquate à cette préoccupation qui est légitime. Et en quoi ça a aidé d'ailleurs, à qui que ce soit. Je réagis, oui. Je réagis même si ce n'est pas la thématique de notre table ronde.
la crise de Gaza en Palestine. Non, mais on fait des à côté, ne vous inquiétez pas, c'est libre. Hein. Oui, mon ami Saline, bien sûr, a bien vécu dans sa chair ce problème, ce drame qu'il a vécu personnellement, et je comprends très bien sa position. Mais j'aimerais quand même rappeler, lorsqu'il a parlé de Hamas et à Gaza, que dès le départ, premièrement, on a un précepte chez nous, notre culture. Moi, je suis laïque, je suis musulman laïque, c'est-à-dire de culture musulmane, et j'aime bien répéter ce précepte que mes parents m'ont appris étant jeune, et aussi notre culture pacifiste de l'islam. Je rappelle que l'islam puise son nom de As-Salam, qu'on n'aime pas le décompte macabre. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 35 000 morts qu'on s'émeut. C'est vrai que c'est dramatique, c'est infernal, c'est inacceptable. Il suffit, c'est le précepte, cette phrase-là, il suffit qu'il y ait une seule personne pour que, comme si toute l'humanité a été tuée. Il suffit de tuer quelqu'un pour que, comme si on avait tué toute l'humanité. Alors, et puis je rappelle aussi que, bien sûr, on s'émeut, on est révolté de l'acte de Hamas le 7 octobre, mais aussi on est scandalisé par la disproportionnalité de la réponse d'Israël. On rappelle aussi que la guerre, ou bien la crise entre Palestine et Israël n'est pas une crise de religion. Ce n'est pas une guerre de religion. Ce n'est pas une opposition entre l'islam et le judaïsme. C'est une guerre idéologique, une guerre politique, une guerre d'existence, de survie d'un peuple, les Palestiniens, qui sont les habitants de cette terre-là, et qui détruit la légende sioniste, je ne dis pas israélienne, sioniste, depuis Herzl à Basel, au congrès d'Herzl en 1897, je crois, à la fin du Xe siècle, l'adage « un peuple sans terre pour une terre sans peuple ». Au contraire, les Philistins, la Palestine, appartient à toutes les religions. Al-Quds, Jérusalem, il englobe toutes les religions. Et cette légende des deux États, c'est Israël qui la bafoue. Parce que la guerre n'est pas entre judaïsme et islam. La guerre, les Nations Unies l'ont reconnu. Ils donnent même la légitimité pour l'occuper, de militer, de lutter de résister pour recouvrer ses droits. Il y a une résolution des Nations Unies, je ne sais pas comment elle se chiffre, je crois 125, ou bien 1125, qui légitime toute résistance à l'occupant. Je rappelle qu'Israël est une force d'occupation. Et de cela, elle a des obligations d'occupation. Et ce qu'elle a fait est un vrai génocide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les États qui l'ont dit. Maintenant, la jeunesse du monde entier le clame. Donc, je ne justifie aucunement l'acte de Hamas. Si moi, Hamas, il me donnait des lire en Palestine, je ne lirais jamais Hamas. Jamais de la vie. Mais je pense que Hamas a fait un acte qui est déplacé, mais un acte qui vient d'une volonté qui n'est pas concertée avec tous les Palestiniens, pour recouvrer le droit à la terre, le droit au retour de la terre. Donc voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est de toute façon de se dire que même si on veut théoriser la pensée critique, le cœur de l'éducation à la paix, on est rattrapé par les conflits en cours. Si on avait fait ça il y a 10 ans, on aurait les conflits. Et donc la guerre est tout le temps présente. Là, il y a quelque chose on est à un point un summum de quelque chose. Il se passe l'université de Columbia, Sciences Po, il y a des contestations, des aspects législatifs, faire intervenir les forces de l'ordre. C'est-à-dire que toute pensée théorique est quand même rattrapée par la réalité du terrain. Là, c'est ça. Je dis, dans 5 ans, ce sera encore autre chose. Malheureusement, on continue à faire la guerre. Alors, ça veut dire que c'est un constat d'impuissance. On a beau avoir la pensée critique, on a beau dire, je vais aller voir la jeunesse, les futurs décideurs, et puis essayer de planter la petite graine de l'esprit critique le plus tôt possible. Le constat, il est super amer. La guerre continue. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à écoper l'océan avec une tasse, Georges Saline? Oui, moi je continuerai sous différentes formes, parce que, comme disait Ahmed, il suffit d'une vie, une mort, c'est déjà une mort de trop, et ma foi, si je peux, moi, éviter qu'une personne s'engage sur la voie de la terreur et de la violence, ce sera déjà ça. Et puis j'espère que d'autres feront autre chose. Mais est-ce qu'en 9 ans, l'État a pris la mesure de cela? Est-ce que vous constatez, vous qui défendez les victimes de terrorisme, qu'il y a eu du mieux, il y a une prise de conscience, il y a du...
Non. On a fait des choses certainement sur le plan militaire, puisqu'il y a eu une action militaire internationale contre l'État islamique, mais qui n'est pas allée à son terme et qui n'a pas réussi en fait à éliminer l'État islamique, pas plus qu'Israël ne sera d'ailleurs capable d'éliminer Hamas. Mais il y a eu des actions policières, des actions de renseignement, et puis des tas de mesures administratives dont il faudra faire un jour le bilan. Ce sera les historiens peut-être qui le feront, mais je pense que elles ont peut-être amené de la sécurité, au sens où il y a un certain nombre d'attentats qui ont été déjoués, par exemple. Mais elles ont eu aussi des effets pervers, parce qu'il y a une instrumentalisation par les recruteurs de ce qui est présenté comme des injustices, de la persécution, etc. On a fait extrêmement peu de choses sur le plan de la recherche de la paix, véritablement. C'est-à-dire, je fais une distinction vraiment entre la sécurité, qui est peut-être l'affaire de la police, et la paix. Pour obtenir la paix, vraiment, il faut que plus personne n'ait envie de venir vous casser la figure ou se faire exploser. Et ça, c'est compliqué. Alors, il faut déjà commencer par éviter de prendre des mesures qui sont contre-productives. Et puis, on pourrait faire beaucoup plus de choses par exemple, en matière d'éducation, certainement, oui. Bien sûr, on fait des choses, mais c'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage. Et l'Association française des victimes du terrorisme a conduit des actions éducatives, conduit des actions en prison, conduit des actions avec la PJJ. Mais on fait ça avec nos petits bras, mais nous ne sommes pas aidés à la hauteur de ce qui serait nécessaire. Deux paradigmes vraiment dont cette table ronde a développé. On a peut-être vu l'esprit. Prenez la main, Ahmed, si le chemin comprend vous vont pas. Allez-y, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je veux dire que. Non, je vous taquine. Non, je prends pas la main. Donnez-moi de vous supplanter. Non, au contraire, je reprends un peu. C'est-à-dire qu'il y a développé, on avait dit ça ensemble avec Saline, l'esprit critique. C'est déjà, on peut revenir après. Mais aussi développer un autre paradigme, le paradigme de l'esprit critique, dans les écoles, comme tout à l'heure j'ai un peu parlé rapidement, mais aussi développer une culture de la paix, une éducation de la culture de la paix. Je vous lis une définition de cette culture de la paix. C'est qu'est-ce que la paix? Et généralement, ça devient galvaudé comme concept, la paix, mais j'ai une définition des Nations Unies, de l'Assemblée Générale des Nations Unies à Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire, le 15 janvier 1998. La culture de la paix est un ensemble de valeurs, attitudes, comportements et modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre individus, les groupes et les États. Déjà, on trouve ici en filigrane l'esprit critique. Lorsqu'on parle de négociation, on parle de groupes et d'individus, donc il y a beaucoup d'actions centrées sur l'individu déjà, sur le groupe, sur l'autre. On parle de dialogue, on parle des racines. Donc ça, il y a aussi des fondements. Le fondement, ça veut dire qu'il faudrait que nos jeunes, et nos moins jeunes aussi, qui sont ingurgités, qui sont imbibés d'informations fausses et nouvelles, sachent un peu c'est quoi les fondements de cette culture de la paix. Ça passe à côté parfois, parce que c'est tellement évident pour la plupart. Mais comment on enseigne la paix? Comment on met en place une éducation de la paix? Parce que vous voyez ce que je veux dire, c'est que déjà on voit que les jeunes sont sursollicités de plein d'aspects. On a vu tout à l'heure avec Gérald Bronner rapidement qu'un clou chasse l'autre, il y a les informations, tout va tellement vite. Comment on va trouver le temps, la place, les efforts de conviction pour transmettre ces valeurs de paix? J'ai l'impression que, vous voyez, qu'il y a des grands concepts et qu'avant de pouvoir les faire infuser justement chez les jeunes, ça va être comment éduquer à la paix. Complexe, quoi. Comment éduquer à la paix? Ça veut dire, c'est pas seulement l'école qui en a
la tâche, c'est déjà à l'école. De nombreux programmes et projets peuvent être réalisés pour promouvoir les valeurs de paix dans le domaine de l'éducation. Mettre en exergue les valeurs de paix dans les cours, l'histoire, géographie, par exemple, c'est-à-dire leur donner un contexte. Ça veut dire sortir d'un peu de l'esprit syncrétique des cours, l'esprit un peu messianique, voilà les dates chronologiques. Comprendre un peu, donner le sens. Par exemple, lorsqu'on étudie la guerre mondiale, il faut le professeur aller plus profondément que dans le chronologique, dans les dates, pour voir un peu pourquoi les relents. Mais on pourrait vous objecter, Ahmed, qu'il y a le temps, il y a les classes surchargées, il faut absolument tenir le programme, il y a l'éducation nationale qui... Ce n'est pas une excuse, ça, vraiment, c'est une tâche, c'est vrai. L'éducation nationale invoque cela, on n'a pas de moyens, on n'a pas de temps, mais s'il n'y a pas de temps pour l'éducation nationale, c'est les enseignants qui doivent avoir le temps, faire sortir, par exemple, faire visiter leurs enfants, sortir de la classe, sortir de l'école, aller voir les camps d'Auschwitz, aller voir un peu le cimetière où s'est enterré les soldats américains. Je parle de la France, mais aussi chez nous, aller voir un peu où s'est passé des guerres entre des factions quelconques, pour un peu voir la guerre dans son horreur réelle. Ça veut dire donner sens matériel à l'événement. Franchir aussi les obstacles et aborder les préjugés, c'est aussi important, parce que la guerre parfois part d'un préjugé. Le racisme aussi, il est dans le détour, le racisme, il est dans la crainte de l'autre. C'est dans un préjugé, quoi. Parce qu'on pense que l'autre est l'ennemi. C'est un peu archaïque comme idée, anthropologique. C'est-à-dire, c'est dans les sociétés primitives, on pense que l'autre est l'ennemi parce qu'il va prendre notre richesse qui est minime. Maintenant, la richesse est opulente. Maintenant, on vit dans un monde de richesse, c'est le paradoxal. Mais aussi, c'est un monde très pauvre en sentiments et en empathie. Dialoguer autour du programme scolaire, c'est aussi important pour apprendre une culture de la paix. Organiser des programmes de formation pour les enseignants et des activités extrascolaires sur la question de la paix. Toutes les actions peuvent apprendre aux élèves et aux enseignants à relever des défis et à résoudre des conflits. Étant donné que l'éducation est liée aux aspirations personnelles, à la pensée critique, la vision du monde et aux moyens de subsistance, elle peut jouer un rôle important en favorisant paix ou, au contraire, en poussant au conflit. Donc, c'est une tâche qui incombe à beaucoup de partis. Les acteurs de la paix sont d'ailleurs, on peut les énumérer, c'est déjà les gouvernants, ceux qui mettent la politique éducative, c'est les parents, c'est les enseignants, c'est la société civile avec toutes ses composantes, c'est les médias, c'est les élus régionaux, c'est la proximité. Tout cela peut... je vous appelle maintenant, après, moi tout à l'heure j'étais avec une camarade militante dans la sphère européenne, on peut s'écrire une lettre ouverte au président du monde pour dire cessez le feu, comme a dit Aragon, cessez le feu, j'ai le poème ici, cessez le feu, arrêtez la guerre. Donc, parce que sinon l'humanité va payer très très cher ces élans. Macron avait parlé d'envoyer des armes excusez-moi de parler de la politique française dans ces armes-là, c'est intolérable qu'un président de la République, au lieu de relever en exergue un appel à la paix, à la négociation, au dialogue, à arrêter les canons, on pousse à armer, à envoyer les armes dans un terrain de guerre. Donc ça, c'est vraiment attiser. S'il y a une asymétrie et il y en a un qui ne veut pas faire la paix absolument... il faut quand même qu'il y en ait un qui puisse se défendre. Vous parlez du conflit ukrainien ? Oui. Mais on ne peut pas... Enfin, je pense qu'il y a un petit débat là. Je ne vais pas donner mon opinion. Georges Saline, oui. Là encore une expérience terrain. C'est très bien ce que dit Ahmed, mais de ce que vous avez constaté, vous, dans l'éducation nationale ou dans les prisons, le chemin est encore long. Oui, alors... Oui, donnez-nous de l'espoir. Oui, moi je pense qu'il y a mille choses qui peuvent être faites, mais je peux vous parler de ce que nous faisons, nous, association, voilà, à votre échelle. Association des victimes du terrorisme. On vient et on témoigne, on raconte notre histoire. Je parle de ma fille, je parle de ce qui lui est arrivé, je parle du 13 novembre. D'autres, il y a des survivants qui viennent. Je viens quelquefois avec des parents. Je viens avec le père d'Azdin Mimour qui explique ce qui est arrivé, que son fils est parti en Syrie, a rejoint Daesh et puis est revenu pour commettre les attentats du Bataclan.
je vais en prison avec une dame qui s'appelle Lydie Malencheda, dont la fille s'est convertie à l'islam quand elle était en terminale, puis s'est radicalisée, a épousé un autre converti radicalisé, allemand celui-là, et ils sont tous les deux partis en amenant les enfants en Syrie. Elle a perdu la vie là-bas. Donc ça, on vient le faire et on n'est pas tout seul. On est en prison avec les éducateurs et les psychologues des SPIP, les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Puis dans les collèges, dans les lycées, on est avec les enseignants. Et le témoignage apporte quelque chose que ne peuvent pas apporter les enseignants, que ne peuvent pas apporter les éducateurs et les psychologues, parce que on met en face des gens quelqu'un à qui il est arrivé des choses et qui raconte l'histoire. Et il y a une émotion qui se produit, il y a une émotion qui est transmise. Et ensuite, il y a un travail qui doit être fait. Vous sentez que l'empathie revient, enfin, où est présente, on travaille on est d'humain à humain. Absolument. Il y a toujours une très grande émotion. Toujours. Y compris. Enfin, je suis allé jusqu'à rencontrer des terroristes du 13 novembre, quoi, des gens qui étaient membres de la cellule terroriste. Je les ai rencontrés dans leur prison. Et ces gens-là, d'abord, ce ne sont pas des imbéciles. Deuxièmement, c'est pas nécessairement, aujourd'hui en tout cas, ils ne sont pas nécessairement des fanatiques avec le couteau entre les dents. Enfin, ce sont des êtres humains. Et ils sentent bien que, je vais citer un nom, Mohamed Abrini, par exemple. Mohamed Abrini, pour ceux qui se souviennent de 2015, c'était l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Il avait été filmé par les caméras de vidéosurveillance de l'aéroport de Zaventem, parce qu'il avait un chapeau. Et cet homme-là, aujourd'hui, il nous a écoutés. Il a écouté aussi des centaines de témoignages pendant les 2 procès auxquels il a été soumis. Et il sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que lui a fait, dans quoi on l'a embarqué, que tuer des centaines d'innocents pour venger d'autres morts, il y a quelque chose qui ne colle pas. Alors lui, ce n'est pas un grand islamologue, mais de toute façon, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et voilà, il le sent au niveau émotionnel. Et puis bon, il va travailler, il va lire, il va réfléchir avec ses éducateurs, il va réfléchir avec l'aumônier musulman de sa prison. Voilà, il a pas mal d'années à faire devant lui pour pouvoir réfléchir. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les programmes sont contraints et il faut enseigner aussi l'histoire et le français. Mais par exemple, les profs d'histoire et de français avec lesquels on travaille dans les écoles, en fait, nos interventions, ils intègrent ça très très bien à leur programme. Et ça marche très très bien, que ce soit en histoire ou en français ou en philo. On peut utiliser ce matériau. Et voilà. Et donc, on est très heureux quand les enseignants font appel à nous. Le terroriste dont parlait Saline tout à l'heure, qui va passer de longues années à réfléchir à cela en prison, s'il avait été éduqué à une culture de la paix, à être empathique, congruent, peut-être il aurait réfléchi avant de commettre son crime abominable. C'est pour cela que j'appelle à développer 3 compétences pour une éducation à la paix. Les compétences, comme je viens de dire, la congruence et l'empathie, centrées sur soi. Il faut éduquer l'enfant à s'estimer soi-même, à être confiant en soi, à être congruent, à gérer ses émotions, à avoir un esprit critique. C'est déjà une grande tâche éducative, celle-là. Hein. C'est déjà une éducation à la personne, comment la personne s'estime soi-même. C'est une compétence psychologique très importante. Il y a aussi des compétences à développer qui soient centrées sur l'autre. L'autre.
qu'on ne connaît pas, l'individu inconnu. Mettez bien le micro devant votre bouche, quand vous entendez. Ah oui. Ouais. Donc, des compétences centrées sur l'autre, ça suppose l'éducation à la non-violence. À la paix, cela suppose également l'acquisition de compétences centrées sur l'autre, capacité à faire avec cet autre que l'on ressent comme différent. Cet enseignement vise à développer la certitude de l'égale dignité de chaque personne et l'esprit de fraternité. Ça, c'est important. Lorsque je dis ça, pour moi, c'est une évidence, mais ce n'est pas évident pour toutes les personnes maintenant. Communication relationnelle, c'est aussi important dans cette relation avec l'autre. Il s'agit d'enseigner aux élèves à exprimer clairement des faits, des idées, leurs sentiments, leurs émotions, leurs besoins et leurs désirs, à être capables d'écouter, d'écoute active, à connaître les risques et malentendus, à être capable d'interpréter les signaux non verbaux, l'affirmation de soi, l'acceptation des différences et empathie, gestion de la non-violence et des conflits. Il y a aussi des compétences centrées sur le groupe. La personne, elle vit avec elle-même, sur soi, avec l'autre individuel, mais avec l'autre collectif. Ces compétences sur le groupe supposent une capacité à apprendre et à réussir ensemble. Il s'agit des aptitudes coopératives et de l'habilité au partage des savoirs, développer l'intelligence collective. Capacité à s'armer et trouver sa place dans le groupe. La capacité pour les élèves à trouver leur place dans le groupe est d'abord la capacité de résister à la pression du groupe. Capacité aussi à participer positivement à la dynamique du groupe. Cet enseignement vise à apprendre à évaluer le besoin de l'aide et à demander et offrir une aide appropriée. La responsabilité et la solidarité sont des compétences très importantes à faire acquérir. C'est à nous, éducateurs, c'est à nous, société civile, c'est à nous aussi, dirigeants, c'est à nous, présidents de République ou bien élus, de trouver les outils opérationnels pour cette éducation à soi, à l'autre et à autrui, au groupe. Merci à tous les deux, on vous applaudit, merci beaucoup. Je me déplace, est-ce que vous avez des questions? Oui, j'arrive. Bonjour à vous, donc merci beaucoup. Moi j'ai une question concernant l'éducation à la paix. Alors vous parlez justement de pouvoir s'exprimer, enfin plutôt, je reviens, pardon. Vous parlez plutôt qu'il y a une forme d'impuissance, il y a une forme, je trouve en tout cas, en étant face à la guerre, aux connaissances, et quand vous dites qu'il faut justement toucher la matière et comprendre la guerre en profondeur, justement dans un aspect d'empathie, je pense que d'un côté, il y a un sentiment d'impuissance et d'une frustration que du coup les jeunes, et pas forcément les jeunes, mais qu'ils ont du mal à exprimer, qu'ils ont du mal à faire ressortir, parce que vous donnez un peu de la matière à leur intérieur, mais leur intérieur a aussi besoin de s'exprimer, et justement je pense qu'il y a un problème qui vient de là, de pouvoir s'exprimer et de ne pas être entendu. Et c'est pour ça qu'on voit souvent la haine dans les réseaux sociaux, parce que justement ils ont besoin d'exprimer, et justement les extrémistes, je pense qu'ils se nourrissent comme ça, de manière à, ils ont une impuissance qui les nourrit, et en exprimant, justement en ne trouvant pas leur place dans la société, donc voilà, ils n'arrivent pas à s'exprimer. Et du coup, pour moi, ma question, c'était, dans le cas où, dans l'éducation à la paix, vous donnez de la matière, à quel moment vous donnez un espace d'expression de soi, ou en tout cas d'affirmation de soi, pour pas qu'ils puissent aller vers des groupes, pour pas, justement, qu'ils puissent aller nuire les autres, parce que la limite de l'expression de soi, c'est le bien-être des autres, comme vous l'avez affirmé. Et justement, comment définir cette limite et comment offrir un espace d'expression? Peut-être les associations, ça peut être très bien, mais est-ce que l'école est suffisante? Merci. Rien n'est suffisant, hein. Il faut vraiment agir. Je pense que c'est ce qui manque d'ailleurs terriblement dans notre pays sur ce sujet-là, et sur le... on manque d'une vision globale, d'un plan global qui intervient à multiniveau, qui agit par exemple pour aider les familles. Là, en ce moment,
on ne parle que de leur sucrer les allocations familiales et je ne sais quoi, mais en 2014, 2015, 2016, quand il y a eu le maximum de départ de jeunes vers le front de l'État islamique, il y a des familles qui se sont trouvées complètement abandonnées, démunis, personne ne les a aidés à faire face à une situation. Ils voyaient leur gosse qui changeait, qui arrachait les posters dans la maison parce que c'était haram, et ils ne savaient pas quoi faire, quoi, et personne ne les a aidés. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais vous avez raison sur l'importance de s'exprimer. Moi, une des difficultés, la plus grande difficulté que je rencontre et que je dois à chaque fois surmonter, c'est d'obtenir une expression sincère de la part de mon public sur ce qu'il pense vraiment. Parce que, évidemment, nous, j'arrive là en disant, voilà, je suis une victime du terrorisme. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme? Oh, ben, c'est mal, hein, le terrorisme. J'en ai pas trop rencontré qui m'ont dit, ah ben ouais, c'était vraiment le Bataclan 1-0 pour l'État islamique, super. Ça, j'ai pas rencontré, mais il y a peut-être des gens qui l'ont. Alors, j'ai rencontré un détenu qui est devenu mon ami. Mais qui m'a sincèrement dit que c'est ce qu'il avait pensé le 14 novembre quand à Raqqa il a appris ce qui s'était passé la veille à Paris. Mais depuis il a changé. Mais ça, il faut effectivement arriver à faire exprimer ça. Mais en même temps, derrière, moi, vous savez, mon discours est assez simple. Je lutte contre l'idée on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors je dis, ouais, peut-être, mais les œufs, c'est nous. Donc, je peux pas être du point de vue des œufs, je ne peux pas être d'accord. Je peux répondre à la question aussi. Pour répondre à la question de mademoiselle, l'expression est un travail continu, durable. Il commence déjà à la naissance. Hein. On apprend à l'enfant à s'exprimer déjà à la naissance. Comment cela? Déjà, en donnant Winnicott, c'est un psychologue américain qui parle de la bonne mère. C'est un concept de la bonne mère, la mère qui donne le besoin essentiel et primaire à l'enfant, qui donne le sein à l'enfant, qui donne vous savez, la théorie des besoins primaires. Donc, cette bonne mère, selon Winnicott, c'est elle qui donne la confiance en soi, la force en soi de l'enfant. C'est déjà un premier apprentissage. Il parle d'étayage, des étés, des bases, des piliers de la personne. Ces piliers-là sont renforcés après par la société, ou bien ils sont détruits aussi, hein, ou bien ils sont renforcés par la société. Le jeu est un apprentissage. L'enfant, en jouant, il commence à apprendre à s'affronter à l'autre. Donc nous, on va lui apprendre les règles de jeu, bien sûr. Ne pas trahir, ne pas être perfide, être loyal, etc. L'école aussi, après, lui apprendra à mieux s'exprimer. La société civile, participer à des sorties de classe. Les Boy Scouts peuvent aussi apprendre à cela. Mais le grand apprentissage, c'est l'espace civil, lorsqu'il commence à participer, lorsqu'on ne le brime pas pour participer. Les brimades et les punitions et la répression de la parole, c'est la meilleure façon de casser un individu, un groupe, une nation. Donc l'expression commence déjà à zéro et puis elle ne s'arrête pas. On s'exprime tout le temps, puis on doit avoir le droit, qui est un droit fondamental, le droit de l'expression. C'est l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, le droit d'information, d'expression, et qui ne s'arrête jamais. Exprimez-vous, jeunes, pour dire non à la guerre, tout le temps. Allez-y, si vous avez une question. Oui. Bonjour, enfin rebonjour. Je suis assez étonné, il y a un mot que je n'ai pas entendu dans votre débat, c'est le mot courage. Et je pense qu'il faut du courage pour exprimer sa pensée critique. Il vous a fallu du courage, il t'a fallu du courage à toi, Ahmed, pour faire tout ce que tu as fait au niveau de la Tunisie et du Maghreb. Je pense qu'il vous a fallu beaucoup de courage aussi pour rencontrer les yeux des proches des assassins. Donc cette notion de courage, je pense qu'il aurait été intéressant
de reformuler la question, à savoir que c'est le courage de la pensée critique, ou le courage et la pensée critique sont-ils au cœur de l'éducation à la paix? C'est une notion qui m'apparaît fondamentale. Je vais en donner, par exemple, pour terminer par une note d'optimiste, une expérience qui est en cours en ce moment à Marseille, avec une association qui s'appelle Marseille au pluriel, où vous avez 100 femmes, notamment en l'occurrence des quartiers nord, d'un quartier qui s'appelle le Pandaou, à côté de Marseille, qui se sont réunies là pendant 3 mois pour définir ensemble des valeurs centrales de cohésion. Quelles sont les valeurs qu'elles voulaient défendre sur Marseille et sur leur quartier? Et ces femmes se sont réunies et elles se sont mises d'accord. Et elles ont pris le pouvoir et elles ont pris conscience de leur force. Et là, Marseille peut apparaître à certains moments comme étant quasiment en zone de guerre, sur certains quartiers, c'est compliqué. Et là, les femmes prennent le pouvoir, et si elles ont conscience de ce pouvoir-là, c'est important, mais ça nécessite beaucoup de courage. Et je pense que l'association Courage, Pensée Critique, dans un premier temps, est indispensable. Merci Jean-Michel. C'est vrai qu'on n'y pense pas d'ailleurs. Lorsqu'on est en action, on ne pense pas au courage, parce qu'on est dans l'action. C'est vrai qu'il faut du courage. Mais moi, je préfère peut-être la pensée de Jean-Paul Sartre lorsqu'il parle « nous sommes en situation ». Je me rappelle ce beau texte de Jean-Paul Sartre lorsqu'il dit Dreyfus n'était pas la cause de Zola. Katanga n'était pas la cause d'André Gide, mais quand même, ils ont milité pour ces causes-là. Donc, c'est une forme d'abnégation, de volonté, d'engagement. C'est l'engagement. C'est déjà. Alors, qu'est-ce qui pousse quelqu'un, hier je l'ai dit, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à affronter un peloton d'exécution? Il n'a pas pensé au courage, il a pensé qu'il a une cause à défendre. Il a pensé qu'il est en situation, soit, comme dit Sartre, il est lâche, ou bien il est salaud. Donc voilà, donc le courage, on n'y pense pas, comme on ne pense pas lorsqu'on se jette dans le vide, on ne pense pas qu'il y a peut-être le parachute va crever. Allez, on est un petit peu en retard, on va prendre 3 dernières questions, ici et là-bas. Juste une petite question. Déjà, pour remercier beaucoup les 2 intervenants, Monsieur Saline, dont j'ai admiré la résilience, et je pense que là, une note d'optimisme, effectivement, est donnée par ce qu'il fait. Hein, et je suis assez dans le cas des actes terroristes. J'irai pas jusqu'à dire optimiste, mais je pense que son attitude est vraiment très bonne et que là-dessus, on peut effectivement avoir une éducation à la pensée critique contre cette violence. En revanche, là, une note très pessimiste, parce qu'à un moment, on a quand même mentionné un peu la guerre avec l'Ukraine, et moi, j'ai beaucoup d'amis, quand je leur dis « mais la guerre est de toute façon une mauvaise chose, il n'y a pas de bonne guerre », ils me disent « oui, mais les gens ont été attaqués, comment pourraient-ils ne pas répondre ?» Et là, j'avoue que je reste sans voix, parce que cette paix qui devrait être, dans tous les cas, que ce soit une guerre contre le terrorisme ou contre des gens qui sont un peu fous, il faut le dire, qui sèment la terreur, on ne peut pas avoir tout à fait la même réponse. Donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ces guerres, genre guerre d'Ukraine. On va prendre 2 dernières questions. Oui, en ce qui me concerne, je voulais tout d'abord exprimer mon plus profond respect pour les 2 intervenants de cette table ronde. Et je voulais poser une question, mais il est un peu tard, sur une phrase qui me semble être le contraire justement de la pensée critique. C'est la fameuse phrase d'un Premier ministre, d'un ancien Premier ministre, expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Manuel Valls, dans ses œuvres. Bonjour. Ma question, c'était autour de la guerre, paix Alors, ma question, c'est comment peut-on maintenir la paix face à agresseurs? Prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale, le cas avec la Pologne, je le cite à Rwanda et la guerre en Ukraine. Que doit la victime face à l'agresseur faire pour maintenir la paix? Si on prend par exemple que l'agresseur
c'est l'agression, c'est la faute cognitive. Donc, il a le racisme, il a le haine qui vient de nulle part, il a le... désolée, je suis stressée. Est-ce que la partie plus faible qui subit l'agression doit laisser l'agresseur saturé de laine et dépourvu de l'esprit critique dicter leur monde de vie? J'espère que vous m'avez compris. Donc, je suis ukrainienne et c'est pour ça que je demande pour savoir qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens par rapport à l'esprit critique s'il subit de l'agression. Comment on peut maintenir la paix si on subit de l'agression? Oui, c'est difficile de prendre toutes ces questions juste alors qu'on a déjà dépassé notre temps de 1 minute. Ça va être vraiment extrêmement compliqué, mais moi je dirais que c'est pour ça que je dis ça très tardivement, mais je ne me définis pas comme un pacifiste pour la raison que vous avez évoquée. C'est-à-dire que je pense que la guerre n'est jamais la bonne solution, mais lorsque la guerre est imposée par un agresseur, il y a des cas où la fuite n'est pas non plus une solution, et malheureusement on est confronté à un problème majeur avec la Russie de Vladimir Poutine actuellement, et qui a déjà fait de nombreuses interventions avant de s'en prendre à l'Ukraine, et dont on se demande comment on va faire pour arriver à l'arrêter. Et à un moment donné, il faut arrêter ça, quoi. L'agressé n'a le choix que de résister à l'agresseur, hein, même s'il en tombe après. Il n'a pas le choix. Il est agressé dehors. Puis l'agresseur est beaucoup plus fort que lui. Là intervient un autre concept très important dans le monde, c'est la solidarité internationale. C'est comment les peuples peuvent isoler l'agresseur, montrer qu'il est agresseur, qu'il est contre la loi internationale. L'action de l'Afrique du Sud dans le cas de Gaza, Palestine contre Israël est un exemple de solidarité internationale. Comment traîner un agresseur dans les cours de la paix ou bien cours pénal international? Lorsque les jeunes de Michigan ou bien les jeunes de Colombie disent non à la guerre civile, c'est aussi une façon de solidarité internationale. Donc l'agresseur, lorsqu'il reste debout, il doit rester debout, ne pas céder à l'agresseur. L'agressé, au contraire, excusez-moi, l'agressé, mais il va mourir debout. Il va mourir comme on dit chez nous, les palmiers meurent debout. Dernière question, ou peut-être une remarque. Oui, alors, petite question sur l'esprit critique, la définition de l'esprit critique. J'aurais aimé savoir comment Ahmed Galaï l'a défini. J'avais quelques petites remarques à faire sur ce qui a été dit tout au long de la présentation, parce que j'estime qu'il y a le narratif, par exemple, qui n'a pas été assez mis en avant, l'effet du narratif et de l'histoire racontée sur la disposition à une lutte armée, à faire la guerre, à rompre la paix. Un exemple de narratif, c'est un narratif qui raconte que le protocole des sages de Sion est un livre authentique. Ça se trouve dans la charte du Hamas. Donc, ce narratif, il n'est peut-être pas si important que ça au sein du Hamas, mais il peut avoir une certaine importance. Comment peut-on lutter contre la propagation de cette désinformation au sein du monde musulman en général, sachant que les protocoles de sages de Sion est un livre extrêmement populaire, notamment dans le Maghreb. Il est très vendu. Ça, c'est un premier point, le narratif, la désinformation. Je voudrais aussi alerter sur les pseudosciences, notamment la psychanalyse, et Winnicott rapporter des éléments factuels avec des citations de Winnicott. Je pense que c'est assez problématique, en fait. Il ne faut pas interpréter les choses factuelles sous un angle trop ésotérique,
trop abstrait, on va dire, où on va rapporter à des liens rompus avec la mer, etc. Ça reste très spéculatif, et c'est là qu'on manque justement un peu d'esprit critique quand on essaie d'analyser ces rapports-là. Donc j'ai une petite remarque sur ce point-là. Et je pense que l'éducation à l'esprit critique implique d'autres éléments que juste s'opposer à un discours dominant. Je pense qu'il y a un enjeu de dérive sectaire dans la disposition à la violence et à l'acte violent terroriste, par exemple, qui est très bien documenté. Par exemple, si on lit Massoud, j'ai oublié son nom de famille, qui était un ancien djihadiste qui est une référence, en fait, qui est un londonien qui a été en Iran dans les camps d'entraînement du djihadiste, qui est une référence sur la lutte contre les dérives sectaires et qui explique les techniques d'influence et de manipulation à l'œuvre pour radicaliser une personne. Et je pense que c'est sur ces aspects-là que j'aurais aimé plus de développement, en fait. Donc, comment définissez-vous l'esprit critique et comment lutter contre les techniques d'influence et de manipulation? Vous avez 1 minute. Je vais me contenter de dire, vous complétez très bien nos propos. Merci. Vous complétez superbement nos propos. Merci bien, monsieur. Et moi, je vais faire un peu d'autopromotion. Si vous êtes frustré, je fais une conférence tout à l'heure à 19h en salle Pastel 2 sur complotisme, confusionnisme et terrorisme. Voilà. On a la réponse. Merci encore à tous les deux, bravo. On se retrouve dans quelques instants pour la prochaine table ronde. Merci.